Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Bracket. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Adrien. Bonjour Loïc, on enchaîne en ce moment, ça fait plaisir. On tourne, tant qu'on a l'occasion, on le fait. Et aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux, on est avec Yohan Gabizon. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va. Toi ? Ça va super. On va profiter de ce nouvel invité pour continuer dans cette ligne édito un peu. On invite des gens. La dernière fois, on avait eu Romaric Philogène qui nous avait expliqué un peu comment il avait monté Covery, une entreprise autour du DevOps. Et aujourd'hui, on va parler d'IA, d'entrepreneuriat aussi grâce à Yohan. Et puis, on va commencer directement. Je vais te laisser un peu te présenter. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver un peu dans l'IA et dans l'entrepreneuriat maintenant ? Ok. Du coup, moi, j'ai commencé mes études d'ingénierie en 2018 à l'ESILV. Du coup, une école d'ingénieur post-bac à la Défense. Je me suis directement tourné vers cette école parce qu'ils avaient un parcours d'intelligence artificielle qui était assez élevé à ce niveau-là. Du coup, j'ai vu aussi qu'ils avaient des doubles diplômes avec des grandes écoles dans ce domaine, comme Centrale Supélec ou Polytechnique. Et dans mon parcours, j'ai réussi à obtenir le double diplôme à Centrale Supélec. Du coup, ça m'a permis de passer une année entière à Centrale Supélec, du coup, de découvrir une grande école, du coup, voir le monde de l'entrepreneuriat là-bas, car ils ont pas mal de parcours entrepreneurs là-bas. Et donc, pendant mon stage de fin d'études, je me suis directement lancé en freelance parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et du coup, j'ai recommencé à réaliser des missions de freelance dans l'IA générative à ce moment-là. Du coup, ça fait maintenant 1 an que je me suis lancé dedans. Donc voilà, une petite introduction sur mon parcours. Très cool. Est-ce que tu peux préciser un peu ce qui est pour toi l'IA générative ? Ouais, du coup, l'IA générative, c'est vraiment tout ce qui va être autour des LLM, par exemple, du coup, sur les modèles de langage comme ChatGPT, etc. Ou ce qui tourne autour de l'image, qui n'est pas un sujet que je traite, mais qui est aussi dans l'IA générative. Du coup, moi, je me suis vraiment concentré sur la partie textuelle, parce que j'avais déjà plus de bases dans ce domaine avec le traitement du langage naturel un peu plus classique en IA. Ok, très cool. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu t'es intéressé à l'IA du coup dès 2018, ce que tu as dit. C'était quand même, à l'époque, c'était connu, mais c'était pas aussi grand public que ça peut l'être aujourd'hui. Ouais, c'est ça, du coup, c'était un sujet qui m'intéressait depuis le début, voir les nouvelles avancées, voir tout ce qui pouvait découler de l'IA. Du coup, j'ai essayé de me concentrer dessus le plus tôt possible pour arriver où j'en suis. Cool. Et les missions que tu as eues, tu as eu des missions directes dans l'IA en tant que freelance, c'est ça ? Ouais, du coup, mes premières missions, c'était plus des missions de scrapping, des choses un peu plus classiques, plutôt, juste pour avoir des missions, par exemple, et avoir des bonnes notes sur les plateformes. Ouais. Mais sinon, le but, c'était clairement de me tourner vers l'IA générative le plus vite possible. Du coup, ce que j'ai réussi à faire au bout de quelques mois. Du coup, t'as réussi à faire tes preuves. Ouais, c'est ça, quoi. Exactement. Une fois que tu avais tes premières missions, c'était un peu plus facile de se vendre. Ouais. Prouver qu'on pouvait délivrer des livrables en temps et en heure et de bonne qualité. Le portfolio, c'est quand même le nerf de la guerre. Exactement. Qu'on soit free, agence ou autre. C'est vrai, quand il y a des exemples, c'est plus simple de convaincre. C'est sûr. Et si je me trompe pas, t'es top 1% Upwork, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bravo. Du coup, en fait, ils ont un badge pour récompenser les bons freelances, on va dire, sur la plateforme. Okay. Et du coup, ça, c'est directement Upwork qui te contacte pour te dire, pour te faire passer une interview avec une équipe technique chez eux, pour voir justement si tu es vraiment compétent, etc., dans un domaine particulier. Du coup, j'ai passé l'interview, etc. Ça a pris peut-être 6 mois avant d'arriver là. Et une fois que j'ai eu l'interview, ça s'est bien passé et j'ai obtenu le badge du top 1%. Ouais, c'est marrant, c'est pas juste un badge comme ça qu'on obtient, il y a une vraie certification derrière. C'est intéressant de faire ça. Ça récompense les meilleurs en fait. Ouais, bah c'est cool qu'ils fassent un test technique. Ouais. Par exemple, si je prends Malte, où on l'a souvent utilisé nous, bah t'as les badges, mais les badges en fait c'est juste combien de projets t'as fait, et si t'as été payé, c'est plus au montant que t'as été payé que t'as un badge. Ils ont des badges similaires aussi sur Upwork, et du coup il y a que ce badge-là qui est vraiment sur critère, enfin sur interview vraiment. Sinon ils ont des badges un peu similaires à Malte, en fonction du nombre de missions, etc. Bah, c'est cool d'en avoir créé un qui a vraiment une vraie valeur. C'est sympa. Ça permet de mettre top 1%. Ça c'est cool. Et du coup j'imagine que c'est grâce à ça que tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat ensuite. Quelle a été ta passerelle à ce niveau-là ? Bah, du coup en fait c'était principal. Là les projets d'entrepreneuriat que j'ai mis en place, c'est des clients avec qui je me suis associé parce que l'émission se passait bien. Je pensais qu'il y avait du potentiel dans l'émission, donc je me suis directement en fait j'ai parlé avec eux. Du coup au final je me suis associé sur 2 projets qui étaient juste des projets clients. Du coup j'étais freelance. Du coup maintenant je suis associé de 2 startups qui j'espère vont grandir. On espère tous, hein. Ouais. C'est le propre de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et qu'est-ce que comment tu,
Là, tu as dit que tu t'étais associé avec des personnes. Ouais. Si c'est indiscret, tu me dis, mais vous avez convenu d'une partie d'equity, une partie de paiement free ou juste de equity. Comment ça s'est un peu fait, quoi? Bah justement, dans une mission, c'est un mix d'equity et de paiement journalier en mode free. Okay. Et dans l'autre, c'est que equity. Du coup, j'ai plus de salaire sur cette mission. Mais du coup, j'ai un peu plus d'equity que sur l'autre mission, justement. Et du coup, c'était juste des négociations. Enfin, pas des négociations, mais juste des petites conversations avec la personne pour se mettre d'accord. C'est ça, exactement. Ouais. Sans rentrer dans le terme mauvais des négociations. Oui, c'est ça. C'est toujours délicat de gérer ce genre de choses, mais bon, quand on trouve un terrain d'entente, ça se passe bien. C'est ça. C'est pour le bien du projet. Exactement. Et du coup, parle-nous un peu de tes deux projets aussi où tu es associé. Avec plaisir. Du coup, il y a le premier. Du coup, le premier où je me suis associé, c'est QuickFind. Du coup, c'est celui où j'ai que des equity. Du coup, c'est avec un client irlandais au départ. Okay. Du coup, l'idée, c'est un SaaS pour e-commerce où il y a un chatbot assistant de vente qui devrait pouvoir s'intégrer sur n'importe quel site e-commerce. Qu'on a une démo qui est disponible en ligne pour l'instant, sur un site de chaussures de randonnée, par exemple. Du coup, l'idée, c'est que le chatbot va d'abord poser des questions pour comprendre le besoin du client. Du coup, quel type de chaussures il veut, quelle pointure, pour homme, pour femme, vraiment comprendre le besoin du client. Ensuite, lui proposer des produits qui correspondent à tous ces critères. Jusqu'ensuite, du coup, répondre aux questions du client. Du coup, par exemple, s'il demande quels étaient les avis du client sur un certain point particulier, qu'il puisse répondre dynamiquement à partir de toutes les informations qui puissent être sur le produit. Et donc, jusqu'à l'ajout au panier du produit, du coup, vraiment toute la panoplie d'un assistant de vente en tant que tel. Ah oui, donc l'idée, c'est que tu vas plus loin que le chatbot qu'on connaît un peu, qui répond qui pose 2 questions et puis qui s'arrête. Là, il y a vraiment tout le funnel de vente qui s'opère avec celui-ci. Ouais, c'est ça exactement. Le but, c'est vraiment qu'il fasse tout, un peu de révolutionner un peu la manière dont les utilisateurs utilisent un site e-commerce. Du coup, ça soit vraiment une interface conversationnelle dynamique avec un assistant plus que un chatbot classique. Et est-ce qu'on peut aller le tester? Est-ce que le site est en ligne de chaussures? Alors, il est en ligne en bêta pour l'instant. Mais il est en ligne, oui. Je pourrais mettre le lien en description si vous voulez. C'est l'occasion de tester, voir, même si c'est en bêta, on sera privilégié. Avec plaisir. Ok, donc très sympa. Et du coup, ton autre entreprise, Chatinov, c'est ça? Exactement, c'est ça, Chatinov. Du coup, c'est une startup d'intelligence artificielle dédiée à l'intelligence de marché. Du coup, sur cette startup, on a défini une quinzaine de cas d'usage vraiment d'intelligence de marché, du coup, côté métier. On en a 2 qui sont prêts. Du coup, le premier qui va être concentré sur l'analyse des rapports RSE des entreprises, qui sont des rapports d'entreprise, des rapports d'analyse de 200, 300 pages, qui sont très compliqués à analyser, qui prennent beaucoup de temps pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est d'analyser ces rapports en une dizaine de pages pour que ce soit beaucoup plus simple à lire. Et du coup, avec une grille d'analyse qui a été définie par des experts métiers, le groupe qui va permettre de récupérer toutes les informations quantitatives, du coup vraiment tout ce qui est utile concrètement plus que tout ce qui est autour qui permet un peu de faire des pages. Et donc on a un deuxième cas d'usage qui est plus l'analyse de marché en tant que tel. Du coup, par exemple, c'est vraiment un agent conversationnel qui va un peu comme dans QuickFind comprendre le besoin du client, c'est-à-dire qu'il va définir la thématique qu'il veut aborder, la région sur laquelle il veut faire son analyse, etc., jusqu'à obtenir dans le même cas une analyse qui va permettre de faire un gain de temps énorme pour les experts d'intelligence de marché dans ces domaines. Très cool. Ouais. Ok. Et il y a d'autres situations, où vous avez des ambitions pour l'avenir, de créer d'autres de chats comme ça dans d'autres domaines, quoi, en fait. Bah justement, là, on a une quinzaine de cas d'usage dédiés à l'intelligence de marché qu'on a prévu de faire, qui concernent vraiment tout un éventail assez grand du métier. Oui, je ne suis pas expert avec l'intelligence de marché, mais il y a énormément de cas d'usage qui sont possibles. Et du coup, sur ce projet, on est associé on est partenaire avec Engie, qui nous aide pour un peu comprendre les besoins métiers et aussi tester nos différents chatbots et du coup avoir des retours vraiment sur le terrain qui nous permettent d'avoir des retours vraiment efficaces sur ces différents chatbots. C'est un beau partenaire. Non, c'est un beau partenaire. Ok. Je vais enchaîner. Ok, vas-y. Ouais, non, c'est vrai que c'est un très beau partenaire. Du coup, j'imagine dans ton métier de tous les jours, créer des chatbots et tout, c'est un peu quoi c'était pas français. C'est un peu quoi. Je vais reprendre. Ok, très intéressant comme partenaire. J'imagine ça aide pas mal pour avancer sur toutes ces problématiques métiers. Ouais, c'est sûr.
Et du coup, quand tu travailles au quotidien, quels sont un peu les défis que tu rencontres en tout cas, je pense techniquement au niveau de l'IA, mais en tout cas, ou sinon pour adapter l'IA au marché que tu nous expliquais, quelles sont les problématiques que tu rencontres tous les jours? Ouais. Du coup, par exemple, souvent il y a un problématique sur la compréhension de l'IA par le client. Du coup, il y a vraiment une phase vraiment d'adaptation ou d'explication pour le client de ce qui est possible de faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est impossible de faire, ce qui peut coûter cher, mais qui est faisable, etc., etc. Du coup, pour les clients, souvent, l'IA, c'est magique. Oui. Mais sur le terrain, ça l'est pas du tout. Donc, il y a surtout vraiment une phase de compréhension du besoin du client pour essayer de le guider au mieux. Et donc, après, sur la partie technique en tant que telle, c'est vraiment essayer, en fait, par exemple, sur les parties LLM, du coup, modèle de langage, il y a pas mal d'hallucinations quand les modèles de langage vont parler. Du coup, ils vont dire un peu n'importe quoi potentiellement. Du coup, il y a pas mal de problématiques sur ça, sur comment éviter qu'ils hallucinent, aussi comment les évaluer. Parce que comme c'est des réponses et du texte, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de normes pour évaluer ce genre de choses. Du coup, souvent, c'est le client qui dit c'est mieux. Mais parfois, du coup, ça fait d'autres bugs derrière, etc. Du coup, c'est assez compliqué, la partie évaluation. C'est ça, exactement. Et parce que je comprends totalement, même quand c'est pas dans l'IA, les clients, ils arrivent, il faut souvent faire une montagne. En fait, il y a juste une colline à faire et ça suffit. Très belle image. Est-ce que tu as déjà eu ce cas où un client te dit je veux une IA et en fait c'est juste un algo à faire derrière? Ouais, ça m'était déjà arrivé, du coup, vraiment. En soi, c'était juste du scrapping qu'il voulait, par exemple. Mais il voulait un scrapping intelligent, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. On peut juste faire du scrapping simple, qui marche très bien, qui marche même mieux que l'IA sur ce genre de tâches. Donc, c'est déjà arrivé. Il faut expliquer au client qu'il n'a pas besoin. Donc, sinon, on peut le faire en douce. Fait quand même, finalement. Oui, j'ai fait du scrapping simple, ça a très bien marché. Il était content. Mais... Il a peut-être dit que c'était de l'IA derrière. Si plaisir. Et j'ai eu une fois un client qui n'avait pas besoin d'IA. Il voulait qu'on change quelque chose en algo avec de l'IA, juste pour la partie com, qui puisse dire on utilise de l'IA dans nos process. Du coup, il y a ce genre de tâches. C'est le grand fléau d'aujourd'hui. Surfer sur la bonne vague, quoi qu'il arrive. Dire qu'on est augmenté par l'IA, alors que bon, pas vraiment. Hein. Tes process n'ont pas changé dans certaines boîtes, c'est ça. Donc c'est ok, c'est très drôle. On a un peu des mêmes problématiques dans l'expression de besoin, que ce soit en IA ou même en web ou mobile pour nous. C'est assez drôle de voir aussi. Et un peu plus, on va s'éloigner un peu du côté entrepreneurial et aller plus sur le côté technique développeur. Tu utilises quoi comme technologie aujourd'hui pour faire tout ça comment tu t'en sors? Du coup, je développe tout en Python parce que c'est le langage qui est le plus adapté aujourd'hui pour la partie IA. Sinon, pour la partie, par exemple, modèle de langage en tant que tel, il y a en soi deux choix possibles. Partir sur les API, du coup avec OpenAI, Mistral ou Claude par exemple, qui vont avoir plein d'avantages, comme du coup le fait que ce soit très simple à utiliser, soit très performant, etc. Ou alors ça peut être très cher. Du coup, j'étais sur les avantages. Ça me rejet déjà c'est cher. Après, l'open source, c'est pas forcément mieux sur le côté prix. Tu vas nous en parler. Ouais, justement. Soit on part sur l'open source, et du coup, il y aura des avantages sur la qualité sur la protection des données, ce qu'on envoie au modèle, vraiment toute la partie gestion en tant que telle de toute la pipeline. Mais du coup, ça a des inconvénients. Comme du coup, il y a un gros process de déploiement de ces modèles. Du coup, par exemple, pour être sûr que ce soit scalable, ce genre de choses, ça nécessite des gros GPU. Du coup, juste rien que pour tourner ces modèles, du coup, faire du GPU scalable, c'est aujourd'hui encore un peu complexe. Ça coûte vite très cher. Donc en fait, il y a souvent je recommande pour des cas d'usage, par exemple des chatbots qui tournent 24/24, d'utiliser des API propriétaires, qui vont être moins chers vu que tu vas payer à l'usage au final. Et sinon, quand tu as des tâches un peu récurrentes, tu peux tourner tous les jours. Là, du coup, les modèles open source, comme tu vas juste le lancer et l'arrêter, et tu vas l'utiliser à fond pendant une certaine durée, et après l'arrêter, souvent là, c'est moins cher. Du coup, il y a souvent ce petit dilemme. Après, il y a la question des confidentialités des données qui fait souvent problème. Oui, c'est clair. Mais sinon, à part ça, s'il n'y a pas de question de confidentialité des données, souvent j'essaie de recommander ça. Et après, sur les technos en tant que tels que j'utilise, moi j'aime bien utiliser LangChain, qui fait un peu de débat sur la partie un peu générative, dans le sens où
leur documentation pardon, elle change toutes les semaines, littéralement. Ah oui. Donc, c'est assez compliqué de suivre. Il y a beaucoup de choses qui évoluent tout le temps, comme c'est un truc tout nouveau. Donc, il y a une partie de la communauté qui déteste Langchain, qui dit on ne veut pas toucher à ça. Et l'autre qui est un peu fan parce qu'ils ont développé des intégrations avec des centaines et des centaines d'outils de partout. Ouais. Donc, c'est vraiment un gain de temps, je trouve, personnellement, sur le développement. Et sinon, après, c'est pas mal de Python pour orchestrer un peu tout ça et faire les appels aux LLM au bon moment, quoi. Non, intéressant. J'avais vu aussi, peut-être que je me trompe, hein, mais la technique de la base de données vectorielle qui permet de continuer à ton IA d'apprendre, même si tu mets un ChatGPT ou autre derrière, pour l'entraîner. Du coup, parce qu'aujourd'hui, quand on pense entraînement d'IA, on pense tout de suite open source, on doit lui envoyer les données, GPU au max et ça tourne. Après, j'ai découvert la base de données vectorielle. C'est un peu quoi la différence, quel est l'avantage et même les inconvénients d'une base de données vectorielle? Ouais, en fait, une base de données vectorielle, c'est vraiment un autre cas d'usage que les bases de données classiques. Ça va vraiment permettre de faire des comparaisons du coup de vecteurs, c'est base de données vectorielles. Cool. En fait, pourquoi on utilise des vecteurs, c'est parce qu'on va pouvoir les comparer entre eux, faire des opérations mathématiques dessus. Du coup, il y a juste une étape avant, ça va être de transformer l'information qu'on a, coup de texte, image, etc., en vecteur. Du coup, il y a des modèles d'embedding, ça s'appelle, qui permettent de faire cette tâche-là. C'est aussi des modèles de deep learning entraînés qui sont disposés soit via API, soit en open source. Sur ça, il n'y a pas forcément énormément de différence en soi sur des modèles open source, mais en termes de performance. Du coup, ça, c'est un peu libre. Et sinon, du coup, une fois qu'on a ces embeddings, on va les mettre dans notre base de données vectorielle. Et après, du coup, on va prendre la question de l'utilisateur, par exemple, et on va le transformer en vecteur. Et comme ça, on pourra récupérer les vecteurs les plus similaires. Et donc, potentiellement, en fait, ces documents-là ont la réponse à la question de l'utilisateur. Et donc, on va pouvoir donner ça en prompt dynamiquement au LLM pour qu'il puisse répondre à la question. C'est pour un peu augmenter les connaissances du LLM dynamiquement, sans faire de réentraînement, etc., qui aujourd'hui coûtent très cher et sont assez compliqués. On arrive à des résultats qui sont similaires. Aujourd'hui, en fait, il y a le réentraînement, ça va permettre plus d'ajouter des capacités au LLM dans le sens, par exemple, répondre dans un certain format, ajouter vraiment des choses possibles de faire avec. D'accord. Alors que du coup, le RAG, ça s'appelle, par exemple, quand on utilise une base de données vectorielle pour augmenter ses connaissances, ça va vraiment être sur le fond, sur vraiment est-ce qu'il répond à partir de documents, est-ce qu'il a toutes les connaissances pour faire le sujet. Donc c'est un peu complémentaire plus que... Ouais, c'est en plus. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et tu parlais du coup qu'il y a plusieurs technos d'embedded là, d'embedding. Enfin, c'est des modèles. Des modèles, ouais. Et tu peux nous donner quelques technos, quelques modèles qui existent qu'on pourrait utiliser? Ouais, du coup, il y a par exemple ceux d'OpenAI qui sont aujourd'hui les plus performants à peu près, qui sont Text Embedding 3 small et 3 large. Du coup, c'est les plus performants, on va dire, en propriétaire. Et sinon, en open source, il y a ceux de Hugging Face Sentence Transformers qui sont aujourd'hui très très utilisés. Et après, de plus en plus, il y a des modèles d'embedding qui sont faits pour des cas d'usage spécifiques. Du coup, par exemple, quand on a par exemple, sur tout ce qui est loi, du coup, c'est vraiment des termes très techniques, des choses vraiment très spécifiques. Donc, on a besoin de modèles d'embedding qui comprennent tout ce langage pour, du coup, le représenter le mieux possible, pardon. Donc, il y a de plus en plus des modèles comme ça qui deviennent très spécifiques, qui sont entraînés et disponibles aussi. Ok, très cool. On peut lancer une IA demain. On arrête tout. Et pour continuer là-dedans, c'est quoi un peu ton top 5 des modèles d'IA qu'on pourrait utiliser? Je vais venir ChatGPT. Là, déjà, dans ChatGPT, il y en a plusieurs. Qu'on entend par ChatGPT aujourd'hui. Il y en a plein. Du coup, aujourd'hui, il y a, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix. Dans les très performants. En fait, il y a plusieurs gammes, on va dire. Il y a vraiment les très performants, les OK, et les SLM, comme ils appellent, les Small Language Models, qui du coup vont être vraiment pour tourner sur un téléphone, ce genre de choses. Donc, par exemple, si on part sur les plus performants, aujourd'hui, je pense que Claude 3 Opus, c'est le plus performant, mais il est beaucoup plus cher que les autres. Okay. Du coup, par exemple, si on prend 4 si je dis pas de bêtises, il a $5 en entrée pour 1 million de tokens et en sortie $15. Okay. Alors que Claude 3, je crois que c'est $80 sur un des deux. D'accord. Donc, c'est vraiment pas le même ordre de grandeur. Du coup, sur ce genre de choses, vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il est au-dessus, mais quasiment inutilisable à raison de ses coûts. C'est clair. Du coup, quand on veut du très performant, en général, je recommande soit GPT-4o, soit GPT-4 Turbo, aujourd'hui, qui sont les plus performants. Sinon, sur du un peu plus basique, on va dire, on a soit ce Mistral, du coup Mixtral par exemple, qui est plutôt bon. Je le trouve très bon, moi, celui de Mistral. Je compare moi, j'ai essayé la version gratuite, ce que j'ai dit dans le dernier podcast de Mistral.
Ouais, je crois que c'est le large qui est disponible sur ouais, je crois, ouais. Et je la trouve déjà incroyable, même par rapport à. Je me rappelle, voilà, il y a la 4.0 qui est sortie d'OpenAI qui est vraiment pas mal, mais par rapport à la version 4, moi je trouvais que souvent Mistral, la version gratuite, elle était meilleure. En fait, sur du français, il a tendance à être meilleur. Après, sur de l'anglais, etc., ça dépend. Mais du coup, sur le français, ils ont un peu plus joué sur cette partie-là. Qui, du coup, ce qui est pas étonnant, du coup. Ouais, c'est ça. Après, sur le Mistral large, il est pas open source. Du coup, faire attention, dans le sens où si on veut vraiment un open source, ils sont arrêtés au Mistral, qui est la version Medium, qui est du coup moins performante quand même, mais qui est quand même bien. Parce que souvent, je l'utilise quand même pour certains cas d'usage du coup open source. Et sinon, après, dans les petits modèles, il y a Phi 3 qui est un des plus utilisés, ou ce genre de modèles qui font peut-être 3 à 4 milliards de paramètres. Ce qui avant était énorme, mais aujourd'hui, pour des modèles de langage, c'est très petit. Par exemple, si on prend Llama 3, ils ont 3 gammes. 2 gammes, je sais plus, 2 ou 3 gammes. Ils ont le 8 milliards. Je crois une intermédiaire, mais je suis plus sûr de combien de paramètres, et une 70 milliards. Du coup, on voit que c'est pas la même taille. Et si on part sur du GPT-3, GPT-4, c'est dans les centaines de milliards, voire milliers de milliards de paramètres. Donc, c'est pas les mêmes tailles. Qu'est-ce que tu entends par ces milliers de paramètres, millions Ouais, du coup, en fait, c'est la taille des modèles. Du coup, ça va jouer sur les GPU qu'on va vouloir utiliser. Du coup, par exemple, si on a un modèle qui fait 8 milliards de paramètres, on aura idéalement besoin de 24 gigas de RAM. Du coup, en général, c'est x3 en ratio. Donc, si on veut faire tourner des modèles qui ont 200 milliards de paramètres, il faut 600 gigas de GPU, ce qui est un peu compliqué. Voilà. Du coup, il faut des clusters énormes, des data centers que personne n'a aujourd'hui à part OpenAI ou vraiment les grands acteurs du numérique. Je comprends pourquoi Nvidia est en train d'exploser en termes de chiffre d'affaires. Tout s'explique. C'est ça. Et j'ai vu que tu avais cité à la fin Llama 3. Pourquoi tu l'utilises pas plus que ça? Il y a une raison? Non, je l'utilise souvent pour l'open source. Du coup, en fait, j'utilise pour vraiment le plus petit cas d'usage, du coup, Phi 3, par exemple, qui est 2-3 milliards de paramètres, très très petit. Sinon, le Llama 3 8 milliards, j'utilise quand on a besoin pour des cas. En fait, l'avantage de très très petits modèles, c'est qu'on peut facilement les fine-tuner, du coup, les réentraîner sur des cas d'usage spécifiques, et ils deviennent assez vite très bons sur ces cas d'usage très spécifiques. Après, du coup, si on leur demande d'autres choses, ils ne sauront pas du tout. Contrairement à des gros modèles qui sont très généraux. Mais sur des cas d'usage très spécifiques, on peut vite arriver à des bonnes performances, et du coup, avec des coûts très réduits. Donc, c'est souvent dans ces moments-là que j'utilise ces modèles-là. Et après, du coup, quand on part sur du Mistral qui est déjà 38 fois 7, je crois, du coup 56 milliards de paramètres. Qu'en fait, dans le nom, c'est Mistral 8 fois 7. Du coup, du coup, je réfléchis déjà au nombre qu'il y avait, donc faire l'utilisation derrière. Donc, c'est déjà 56 milliards de paramètres, qui est beaucoup plus gros. Et donc, après, entre Llama 3, 70 milliards aujourd'hui, ou celui-là, souvent le 70 milliards est quand même plus performant, qu'il a été sorti après, il y a pas mal de choses qui ont évolué dans le temps. Donc, en fait, en fonction des demandes, des besoins, tu adaptes la techno que tu choisis, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Mais du coup, par exemple, si on utilise le modèle Phi, c'est-à-dire qu'il n'est pas s'il n'est pas entraîné sur un scope précis, il va se perdre, il va répondre il va halluciner, ou est-ce que juste il va dire je peux pas te répondre? Non, ils ont tendance à beaucoup halluciner, les petits modèles. Plus ils sont petits, plus ils hallucinent. Donc c'est vite assez complexe à gérer, justement, ces petits modèles. Bon, aujourd'hui, c'est ça où ça évolue le plus, on va dire, où il y a beaucoup de recherches, parce qu'ils essayent de rendre des modèles qui étaient très puissants, très grands, en très puissants, très petits. Pas si simple. Tu m'étonnes. Ok. Est-ce que tu vois d'autres IA qui commencent à émerger, des petites ou est-ce il y a toujours les gros qu'on connaît, mais il y a des petites technologies dans ce milieu-là qui émergent? Non, je vois pas particulièrement par les grands acteurs, vraiment, vu que ça demande tellement de ressources d'entraîner ces modèles-là. Ça coûte de moins en moins, mais ça reste un énorme budget. Donc aujourd'hui, ça reste quand même les grands acteurs. Il y a Mistral qui est sorti un peu comme acteur français, on va dire, et un peu nouveau. Mais sinon, à part eux, non, je vois pas trop. C'est que les gros qui se lancent. C'est ça. Et je reviens sur LangChain. Tu disais ça a été un débat. Ça faisait un débat dans la communauté. Ceux qui n'utilisent pas LangChain, ils utilisent quoi, du coup? Du coup, ils utilisent directement les API en général. Enfin, il y a Llama Index, qui est un concurrent de LangChain, qui est un peu moins gros, mais qui fait à peu près le même travail. Et sinon, il y en a beaucoup qui utilisent directement toutes les API de tous les différents services, du coup l'API d'OpenAI directement, ou l'API de X ou Y directement, qui font tout en Python, en fait, sans utiliser de framework. Donc ils ont on va dire, ils ont un peu plus de contrôle sur tout, mais je trouve ça quand même beaucoup plus long.
Un peu la facilité, une fois que tu as bien pris LangChain en main, on va dire que même s'il change, tu restes quand même dans le même c'est ça, exactement. Un peu écosystème et tu commences à t'adapter, quoi. Ouais. Après, c'est vraiment compliqué à prendre en main. Tellement en fait, leur doc est tellement terrible que tu peux te perdre, vu qu'ils ont vraiment des intégrations avec 100 millions de choses. Oui. Donc, tu vas regarder une doc sur un truc, tu vas dire, ah, c'est cool, je vais tomber sur autre chose. Au final, tu n'as rien vu de ce que tu voulais voir parce que tu l'as pas trouvé ou qu'il n'y avait juste pas, etc. Et comme c'est tout nouveau, il y a énormément d'issues sur GitHub qui vont pas avoir la réponse à ton problème et qui sont encore ouverts, etc. Donc, c'est surtout sur ces points-là où c'est encore assez compliqué. Puis tu peux pas demander à ChatGPT de t'aider sur la doc. Il la connaît pas encore. Il y a des chatbots qui ont été faits quand même. Ouais. Ils ont un chatbot sur leur doc qui marche bien en vrai. Okay. Mais c'est marrant. Ils ont entraîné avec LangChain. Mais ils changent, donc le chatbot même eux ils sont perdus. C'est assez drôle. Et de manière un peu plus générale, à travers tes réalisations que tu as eues sur les 2 startups dans lesquelles tu bosses ou même sur tes projets d'avant, c'est quoi un peu tes enfin, je vais pas dire tes échecs, mais un peu ce que tu as vu, ce que tu as fait et sur lesquels tu t'es amélioré au fur et à mesure, un peu ton expérience dans ces modèles d'IA. Quelles sont les erreurs qu'on fait quand on commence l'IA, on va dire? Ouais. Je pense une erreur qu'on fait, c'est un peu de penser que ça peut tout faire et donc d'essayer vraiment de tout lui donner comme information et de la laisser un peu gérer tout. Ou par exemple créer un agent qui va faire une tâche gigantesque et donc espérer qu'il le fasse et au final ça l'a fait mais mal. Du coup l'idée c'est vraiment aussi un peu comme dans le développement classique, mais de répartir en sous-tâches le plus possible pour que ce soit le plus atomique possible et du coup potentiellement d'avoir plein d'appels HDLM différents qui vont à chaque fois faire une tâche très spécifique et après du coup agréger ou faire différentes choses avec les données plutôt qu'avoir un truc qui fait tout mais qui le fait mal. On est un peu mal habitué avec OpenAI. En fait, on a l'impression que c'est magique, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça demande comme ressources pour que ça tourne. Ouais. Et on peut pas tous avoir quelque chose comme ça dans nos applications, quoi. C'est clair. Après, OpenAI, ils font tellement de choses, ça répond à tellement de besoins que quand on crée une app, en fin de compte, on n'a pas besoin de non plus tout ce que fait OpenAI. Je parlais du GPT-4 qui est quand même le monstre, c'est la façade, quoi. Tout le monde pense que ça a marché comme ça. C'est ça. Donc, ok, plutôt intéressant. Et si demain je veux me lancer en IA, imaginons que je suis débutant, comment je commence par où? Wow. C'est une question très large. Alors, beaucoup de vidéos YouTube ou de tutos, déjà pour essayer de comprendre comment ça marche concrètement, et que je pense que ça aide du coup à savoir ce qui est possible de faire, parce que par exemple, des choses que des clients nous demandent, c'est que le LLM fasse des choses mathématiques. Ouais. Sauf que par définition, comment il fonctionne, il n'est pas fait pour. Du coup, même s'il est très très gros, il va savoir faire des opérations basiques, mais ça va aussi vite s'arrêter là. Donc, c'est besoin de lui donner des outils, par exemple, pour faire ce genre de tâches. Mais ce que je veux dire, c'est que comprendre ce qui est possible de faire avec, et du coup, comment potentiellement arriver à la même chose, et du coup, savoir ce qui n'est pas possible de faire, et donc directement soit passer par des algos plus classiques, ou pas encore le faire, ou enfin trouver une autre alternative que directement passer par ça. Mais sinon, c'est surtout comprendre comment ça marche, du coup, vraiment la théorie un petit peu, sans forcément rentrer dans les maths pures, mais comprendre un petit peu comment ça marche. Ouais. Et tu connais pas des formations ou des chaînes ou des trucs où tu as regardé, où tu te dis, ça t'a aidé au début? Peut-être pas. Hein. Non, pas spécialement. Du coup, j'ai beaucoup bouffé la doc de LangChain, du coup, qui explique pas mal de choses. C'est déjà pas mal. Mais sinon, non, sur des tutos en tant que tel, du coup, même j'ai vu tous les cours d'IA en soi directement dans mon parcours. Ouais, c'est sûr. J'ai pas vu toute la théorie, enfin, j'ai pas revu toute la théorie sur comment marchent ces modèles, etc. C'est sûr. Tu l'as vu dans ton parcours. C'est ça, exactement. Ok. Cool. Donc aujourd'hui, quand tu fais de l'IA, tu fais pas full mathématiques tout le temps. J'ai abandonné ça il y a longtemps. Tu m'étonnes. Il y a quand même une couche maintenant un peu plus. Non, c'est même 100%. Enfin, il n'y a plus aucune mathématique. Mais c'est juste comprendre ce qui est possible de faire parce que j'ai vu les mathématiques derrière avant. Mais maintenant, j'y touche plus à ces mathématiques. C'est très cool. C'est un peu plus dev-friendly. C'est ça, exactement. Des IA maintenant. Justement, je trouve que l'IA générative, contrairement à l'IA plus classique, machine learning, etc., ça ressemble beaucoup plus à du software engineering. Du coup, vraiment de l'orchestration, enfin, un peu tout, ce qui est dans le dev classique, plutôt que de l'IA classique. C'est ça que j'aime bien dans la partie IA générative, c'est que tu fais beaucoup de software engineer, alors que dans du machine learning, tu vas faire beaucoup de data science. Il y a beaucoup de côté maths qui est encore présent. C'est ça. J'avais vu une stat où le machine learning est encore l'un des endroits où on investit le plus en IA, un peu l'IA générative et d'autres.
Donc la grosse différence, si je comprends bien, entre la générative et le machine learning, c'est les maths, le travail qu'il y a à mettre derrière. Enfin, j'ai arrondi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est quoi la différence entre l'IA générative et le machine learning? Ouais, mais en fait, ça va surtout être les tâches qu'on veut réaliser. Comme dans le nom IA générative, on veut vraiment générer quelque chose. Alors, dans le machine learning plus classique, par exemple, sur tout ce qui va être prédiction, du coup, je sais pas, de prix, de séries temporelles, etc. Vraiment tout ce qui est prédiction pure, par exemple. Bah là, c'est meilleur même que l'IA générative parce que c'est des modèles qui ont été faits qui sont entraînés du coup sur un dataset. En fait, il y a surtout que sur l'IA plus classique, il y a forcément besoin d'un dataset, d'entraînement, de tester, du coup, avec des statistiques, un cleaning des données, vraiment toute la partie data science pure. Et donc, après, on a des modèles qui sont faits pour une tâche qui la font bien. Okay. Et qui sont très économes en ressources, contrairement à des LLM ou des choses comme ça qui sont extrêmement consommatrices. Et alors que l'IA générative, vraiment, on veut générer du contenu, on veut générer du texte en général ou une image. Alors que dans l'IA plus classique, il n'y a pas forcément besoin de générer, on veut peut-être classifier ou alors générer un prix. Enfin, c'est pas de la génération en tant que telle. Ouais, ok, tu vas générer de la donnée en soi, quoi. Ok, non, mais c'est intéressant pour mieux faire la différence. Et puis un peu pour deux dernières questions avant de clôturer le podcast. Quel est pour toi le futur de l'IA? Comment tu vois évoluer les choses dans le futur? Ouais. Alors, je pense que là, on est en train de découvrir un peu tout ce qui est possible de faire. Et donc là, il faut un peu que ça mature dans le sens avoir des choses qui marchent mais robustes. Du coup, ça, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et après, du coup, il y aura toute la phase d'adaptation pour que les gens prennent en main les choses. Du coup, là, on a eu un peu une phase d'adaptation avec ChatGPT. Mais du coup, que ça se mette concrètement en place avec des vrais process où les gens utilisent l'IA. Du coup, je pense que ça ne sera pas forcément remplacer des métiers, comme beaucoup ont peur. Mais je pense que ça sera plus des assistants qui vont aider les gens à leur métier, du coup, être plus productifs et du coup, avoir potentiellement des métiers un peu plus sympas. Du coup, par exemple, dans ChatInov, ce qu'on fait, c'est les tâches les plus longues, mais en même temps les moins intéressantes. Donc, moins de valeur ajoutée qu'on essaie de remplacer. Du coup, pour que les métiers d'analyste soient plus sympas et en même temps plus intéressants au jour le jour. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'en fait les gens ils comprennent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec l'IA et que ce soit pas allez, on donne tout à l'IA et l'IA va tout faire, tout prendre notre place et tout. Donc, ouais, ok. Oui, nos métiers vont pas disparaître, mais ça va enlever les côtés pénibles de certains métiers. Ouais, c'est rassurant. Répétitif, etc. Je pense. C'est rassurant. Ça permet d'être plus productif. Hein. Comme on le dit souvent dans les podcasts, nous en dev, on est plus sur du software development. Bon, bah, c'est ChatGPT connaît beaucoup plus ça que LangChain. Donc, ça va beaucoup plus vite sur plein d'aspects. Ouais. Et le dernier point pour finir, comme là, tu es en train de lancer ces entreprises, et t'as notre âge, t'es un jeune entrepreneur aussi. Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur de ces entreprises, tes aspirations personnelles pour la suite? Du coup, j'espère qu'elles vont grossir. Hein. Non, mais du coup, j'espère en vrai grossir doucement dans le sens que ça reste contrôlable, qu'on ait encore la main dessus pour qu'on comprenne la technologie, qu'on puisse vraiment grossir et en même temps que les clients soient satisfaits de ce qu'on fait. Ouais. Potentiellement faire des levées de fonds à terme pour un peu grossir et accélérer la croissance. En tout cas, c'est pas encore dans les plans court terme, mais l'idée c'est de grossir doucement, avoir des clients, avoir des produits un peu stables, plus que juste des démos POC qu'on envoie à droite à gauche. Là, vous testez encore le marché, voir si ça va répondre ou pas. C'est ça exactement. Avoir un vrai produit à vendre avant de passer en levée de fonds. Ouais. Et est-ce que après tu dois manager des équipes? Avoir ce rôle de CTO complet. Ouais, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Du coup, avoir vraiment toute la partie management d'équipe, du coup comprendre un peu les besoins et passer un peu moins dans le code et un peu plus dans la gestion, être potentiellement à la veille de nouvelles technologies pour les tester, etc. Du coup, vraiment un peu un rôle de CTO en tant que tel, plus juste un titre de CTO. Du coup, c'est des choses que j'aimerais bien avec le temps avoir à faire. Ok, bah c'est très cool. On te le souhaite que ça fonctionne. Bah non, mais c'est super, non, mais ça fait plaisir d'avoir un entrepreneur avec nous. En tout cas, merci de nous avoir accordé un peu de temps pour ce podcast de Beyond the Brackets. Merci à vous. Merci à toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité, si tout va bien, encore une fois.
Waouh. Encore. Ça bosse dur à bien de raquettes en ce moment. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. N'hésitez pas à aller nous suivre sur LinkedIn, TikTok, Instagram et Threads encore. À la semaine prochaine. Salut. Salut à tous. Salut.